Merci beaucoup. Je vous cache pas que c'est toujours un peu étrange de faire présentation devant tant de gens qu'on connaît. J'ai l'impression on était plus tendu aujourd'hui que dans plein d'autres occasions qu'on a eues pour présenter notre travail. Et on a profité aussi pour changer un tout petit peu notre format de présentation. Donc, ce sera un tout petit peu expérimental. Si on s'en sort, c'est déjà pas mal. Donc voilà, cette histoire d'ambiguïté, c'est vous qui l'apercevez. Nous, on ne l'aperçoit pas du tout parce qu'on se considère que architecte, je suis désolé. Et on travaille d'une manière complètement banale derrière des ordinateurs avec des séances et des horaires, comme tout le monde. Donc voilà, après c'est vrai que on a exploré en fait depuis le départ de notre collaboration ce que nous on appelle des formats très divers. Et ceci est, à nos yeux, en fait, une continuité totale avec l'histoire de l'architecture, dans le sens où les architectes ont toujours, depuis la nuit des temps, travaillé dans des formats très différents et ils n'ont pas fait que des bâtiments. Non. On connaît, enfin, dans les petits textes, il y avait quelques exemples comme voilà, Archizoom ou des gens comme ça, ou Jean-Jacques Laqueux bien avant. Voilà, il y a une tradition de ça, pour le dire ainsi, dans laquelle on a envie de se dire qu'on s'inscrit. Effectivement, on a construit relativement peu de bâtiments aujourd'hui, Léopold et moi, même si notre bureau est jeune, on a un passé aussi. Mais c'est un cours aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va rester pour toujours en train de faire des œuvres qu'on peut considérer plus proches de l'art. Mais au contraire, on va continuer cette activité-là. Mais on va commencer aussi bientôt à construire des villas, des choses plus qu'on perçoit un peu plus en volume, disons. Donc voilà, effectivement, on est parti à Lisbonne aussi. Ça fait partie aussi de quelque chose qu'on s'était dit depuis le départ, Léopold et moi. C'est-à-dire qu'on s'est dit depuis le départ qu'on allait un peu partir très souvent du bureau. Peut-être c'est aussi, il faut savoir que moi, je ne suis pas particulièrement d'ici. Et puis Léopold aussi, il a beaucoup vécu ailleurs. Donc pour nous, ces allers-retours entre la Suisse et ailleurs sont relativement naturels. Et puis effectivement, quand on a décidé par un coup de cœur de prolonger en fait ces excursions, puisqu'on était déjà parti au Vietnam quelques mois, on est parti à la montagne aussi quand on a fait une résidence artistique de pratiquement 2 mois. Et puis ça nous a paru assez naturel aussi de prolonger ça d'une manière un tout petit peu plus osée, quoi. Donc partir à ces lieux qui est Lisbonne, ces lieux magnifiques qu'on connaît à peine, à vrai dire. Léopold un peu plus, moi je ne le connais pas vraiment, puisque la première fois que je suis allé à Lisbonne, c'est avec Léo, il n'y a pas si longtemps. Et donc voilà. Donc il est vrai que notre pratique s'inscrit aussi dans un certain nombre d'idéaux, peut-être un peu naïfs, qui ont à voir avec cette question peut-être la culture lutte, même si on peut aussi la critiquer un peu, puisqu'on sait très bien qu'on habite dans un pays où on a le plus de subventions au monde, que Genève est le canton le plus subventionné dans la culture de la Suisse. Mais malgré tout, cette idée de ne pas s'attacher en fait aux bénéfices, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et mesurer en fait jusqu'à quel point notre bureau il prend une taille ou pas qui nous permet aussi d'avoir une certaine liberté, en fait, je dirais, et une certaine distance critique par rapport à notre travail, notre pratique et les finances qui vont avec. Donc là-dessus, on adhère vraiment. Et l'autre grand chapitre, en fait, qui englobe, je dirais, tout notre travail, je l'appellerais, en fait, on l'appelle plutôt entre nous espace public, c'est-à-dire que malgré tout, ces diversités des formats dont Marlène parlait, que ce soit du paysagisme, que ce soit des expositions, que ce soit de l'architecture, des participations aux arts de la scène, etc., pour nous, ont toujours un lien très proche avec le public et l'utilisateur. Et c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter pas énormément de projets et on va essayer de le présenter d'une manière dynamique. Et on s'est aventuré, comme on ne savait pas comment chapitrer en fait la chose. On a été extrêmement grossier avec des très grands titres qui font un peu peur, mais pourquoi pas. Donc on va parler de nos projets en relation à l'art. On va effectivement parler de nos projets en relation avec
J'essaie de faire joli, mais ça va pas marcher forcément. À la nature, avec un peu de naïveté aussi. Et, merci Léa. Et le dernier, encore plus compliqué que tous les autres, on va essayer de vous parler en fait de notre relation à cette chose-là, que j'arrive pas à rentrer dans la feuille, mais c'est pas mal comme ça. Donc voilà, et on va essayer de mettre en dialogue en fait un certain nombre de nos projets avec ces 3 thèmes. Donc je vais passer la parole à Léo pour le premier. Alors, qu'est-ce que c'était le premier? L'art. Ok, donc je pense que ça c'est une chose qui définit clairement notre bureau, en tout cas, comme on l'a dit, hein, c'est aussi que comme on est un bureau jeune, il y a beaucoup de petits projets qui sont produits rapidement, donc c'est aussi l'image qu'on a, c'est une image qui nous plaît, et c'est aussi un intérêt commun qu'on avait depuis le début de notre rencontre ou de notre travail avec Daniel, qui a un intérêt pour l'art dans son sens le plus large. Donc ce que je montrais là, qui est recherche d'Ehlers sur la culture pop anglaise en général, c'est quelque chose qui nous passionne, mais on se passionne aussi pour la musique, pour les festivals, pour le théâtre, etc. Et donc c'est des choses qu'on aime, et donc on essaie de travailler avec. Et durant ces maintenant 3 années de notre collaboration, on a réussi à faire de la scénographie, une chose qu'on aurait toujours voulu faire. On a réussi à travailler, à faire monter des expositions, en tout cas à faire la scénographie d'exposition. Donc on garde le rôle d'architecte, on n'est pas en train de devenir des artistes, on fait notre rôle, ce qu'on sait faire, mais en accompagnant des gens qu'on admire, des projets qui nous plaisent, et aussi un monde auquel on a envie de collaborer. Et voilà, ça c'est peut-être un peu en général. Les festivals, peut-être juste pour dire, là on travaille par exemple pour Antigel. Les festivals, c'est aussi une des choses qu'on a fait beaucoup, c'est des choses très temporaires, que nous on aime beaucoup. En quelques jours, on peut créer tout un monde qui sera là pour quelques jours. Là on voit le projet qu'on avait fait avec Antigel dans les bâtiments de la Voirie à Genève. Ce genre de festivals qui sont là pour quelques jours ou pour quelques semaines ou pour quelques heures des fois, sont des moments de créativité qu'on aime beaucoup. Et en ce moment, on travaille pour le Festival de Montreux, pour la Cité, pour en nommer quelques-uns. Donc voilà, ça c'est vraiment une des parties de notre travail. Et je vais présenter rapidement 2 projets qu'on a fait dernièrement, qui, comme beaucoup d'autres, sont ou tournent autour du monde de l'art. Peut-être juste encore un petit détour, parce que c'est la nouvelle d'aujourd'hui. On a été sélectionnés, je ne sais pas comment on dit ça, mais disons en tout cas on va devenir les nouveaux heads du Studio for Immediate Space, qui est part de la Rietveld Academy, donc du Sandberg Institute, qui est les masters de la Rietveld Academy. Ça a été annoncé aujourd'hui. Et donc de nouveau, je pense que ça va tout à fait dans cet intérêt qu'on a, cette relation avec l'art, mais tout en gardant une relation directe avec les questions d'espace. Donc le premier projet dont je voulais vous parler, qui s'est terminé en décembre, donc il y a quelques mois, et qui était un projet qui a été fait pour les 30 ans du Centre culturel suisse à Paris. J'imagine que la plupart de vous connaissent le lieu. Un lieu qu'on aime beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses en 30 ans, surtout quand on regarde un peu ce livre. Qui désirait pour ces 30 ans, donc les 2 curateurs et directeurs, désirait faire une rétrospective de la performance en Suisse de ces 30 dernières années. Donc c'est quand même un thème assez large, en invitant en plus une trentaine de performeurs à venir chacun une semaine faire une performance dans cet espace. Et donc la question qui nous excitait beaucoup, puisque de nouveau il y avait énormément de gens qu'on admire qui venaient se présenter leur pièce ou leur performance, mais c'était comment réunir tout ça dans un seul espace et qui soit un espace qui fonctionne pour tout type de performance, qui est évidemment un terme très large parce que ça allait de la performance de danse, enfin proche de la danse, disons, à des choses plus proches de la vidéo, enfin voilà, vraiment un peu de tout. Et une des premières questions qu'on s'est posées, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de cet espace, donc il a été fait il y a 30 ans dans un style un peu années 80 et qui déplaisait un peu en ce moment aux curateurs parce qu'on est assez loin du white cube dont tout le monde rêve ou dont tout curateur rêve aujourd'hui, je dirais, probablement beaucoup en tout cas, et qu'on a des triples auteurs, des choses très belles même au niveau de l'architecture, mais qui dérangeaient un peu les curateurs qui cherchaient à faire un espace, un white cube. Et nous, ce qu'on a proposé, donc c'était une idée assez simple, c'était de faire ni une salle de théâtre toute noire, ni un white cube, mais un entre-deux qui était un espace gris, qui est à notre avis encore plus neutre et qui dérange encore plus ou qui détruit encore plus toute perspective, parce que le gris c'est vraiment le neutre plus que le blanc finalement, ou plus que le noir.
Et donc, c'était de créer l'espace le plus neutre possible et gris qui permettent de laisser l'espace à tous ces artistes qu'on admire. La première chose, donc peut-être une première image de cet espace gris, où il ne se passait pas grand-chose. Voilà. À la base, après il s'est passé beaucoup de choses. Donc la première partie du projet, ça a été de construire cette structure en bois qui agrandissait ou qui bouchait cette triple hauteur et qui agrandissait la salle pour vraiment rendre la salle supérieure, très très neutre. Donc une structure en bois temporaire avec un imaginaire. On a beaucoup travaillé autour de cet imaginaire temporaire, c'est pour ça qu'on montrait avant le film de Keaton aussi. C'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré, cette construction qui vient de la construction bon marché à la base. Et donc, ce premier plancher qui permettait en haut d'avoir ce deuxième espace extrêmement neutre, avec simplement une simèse et, je dirais, une pièce réellement designée qui était le néon, qui est très proche d'un néon classique de galerie, mais avec, voilà, simplement on a décidé de rajouter là peut-être un peu un petit détail d'architecte. Et puis, pour tout le reste, on a travaillé avec les caisses Athéna, qui sont là aussi la neutralité totale dans le gris et le monde du théâtre. Et on les voit peut-être sur cette autre image, de simplement les utiliser comme support pour y mettre les écrans des films qui étaient projetés, mais aussi pour qu'ils puissent être utilisés comme sièges, etc. Donc voilà, il y a encore quelques images que j'ai là, je ne sais pas à quel point on voit. Voilà, donc ça c'est un projet, et de nouveau ça peut paraître pas grand-chose, parce qu'on n'a pas construit grand-chose, c'est vrai. On a beaucoup peint. Mais au final, pour nous, c'était une réussite. Je crois que la plupart des artistes ont apprécié faire leur performance là-dedans, dans cet espace, et ça a vraiment accueilli tout ce qu'ils pouvaient s'y faire. Et donc, je crois que pour nous, cette espèce de minimum, ce cube gris, était un projet qui nous représente assez bien. C'est pour ça que je l'ai présenté en premier. Voilà, pardon. Un deuxième projet qu'on a décidé de présenter, parce que c'est le projet qui a été choisi pour la couverture de cette invitation, qui est ce rocher, et qui était en fait le fruit d'une résidence pour laquelle on a été invité à Verbier, enfin aux Ruinettes, et où on a été invité presque comme artiste, donc c'était peut-être là qu'on a commencé à se poser des questions. Et donc, comme on a de la peine à travailler uniquement comme artiste, ça faut le dire, quand on est dans des cas comme ça, on s'invente des fonctions. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est se demander qu'est-ce qu'on pouvait créer là en haut. Et la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est un petit refuge. Donc on devait créer une structure aux Ruinettes, donc qui est la partie en dessus de Verbier. Et comme dans tout projet, on a cherché des inspirations pour essayer de trouver un narratif derrière cette histoire, ou derrière ce refuge. Et alors peut-être le premier, c'était... on s'est replongé dans Ramu, avec notamment l'histoire de Derborance, qu'on avait toujours beaucoup aimé, avec l'histoire de Antoine, qui vit pendant plusieurs semaines sous l'avalanche en mangeant du fromage, et qui est une espèce de mythologie suisse qui nous plaisait beaucoup. Et puis peut-être une autre mythologie quand on arrivait à Verbier, ou dans ces montagnes suisses, qui nous a toujours intéressés, qui est celle des bunkers et de l'histoire de la Suisse et du camouflage, évidemment lié aussi aux analyses de Virilio, mais aussi simplement à ce qu'on voit quand on se promène dans les montagnes suisses, cette espèce de passion du camouflage et en même temps de l'artificiel total. Et puis peut-être une troisième passion, qui est une vieille passion qu'on a, qui est les cailloux, tout simplement. Alors, je vais sortir quelques images. Voilà. Et donc, ce qu'on a décidé de créer, c'était tout simple. C'était un petit refuge en haut des montagnes, dans les Ruinettes, et qui se camoufle simplement comme un rocher. Donc, on l'a construit nous-mêmes. Ça a commencé par cette simple cabane qu'on a construite, nous, en bois. Et puis qu'on a recouvert de béton, projeté tout simplement. Donc on a mis un filet et on a projeté du béton dessus. Et donc le résultat, on voit quelques images ici, des images faites par Dylan Pernou, un photographe avec qui on travaille souvent, et qui sont assez belles parce qu'on ne voit presque pas le projet, ce qui nous plaisait bien, peut-être un peu comme dans le premier. Et donc quand on se rapproche, on voit ici le béton et ce rapport avec le rocher ou les rochers avoisinants que Dylan a aussi beaucoup aimé. Donc il a fait toute une série de photos de cailloux comme celui-là qui ressemble à l'autre et qui sont ces très beaux cailloux dans la montagne. Et donc de nouveau, là on s'approche un peu, donc ce refuge. Et puis à l'intérieur, une forme un peu minimaliste de cette architecture en bois très simple qui s'ouvrait pour apporter toutes les fonctions, donc une table, une chaise, un lit et quelques ustensiles pour survivre. Et à la fonte des neiges, le voilà. Deuxième partie, c'était rapide.
Non. Donc là l'idée c'était de parler de quelques projets qui ont lieu en fait, qui ont trait à cette question de nature. On la pose cela avec une certaine, encore une fois, naïveté, connaissant un peu la complexité du mot et puis toutes ces déclinaisons contemporaines ou même modernes liées au paysage, au jardin et toutes ces choses-là qui nous passionnent en fait à divers degrés. Donc d'une part il y a par là, il y a un vrai intérêt depuis pas mal de temps sur la question des jardins chez nous, l'histoire en fait des jardins. Il y a aussi un intérêt peut-être plus anecdotique qui est pour les plantes. Et puis en fait aussi par-dessus tout ça, il y a vraiment toute la question de l'espace public dont j'ai parlé précédemment. Donc on va présenter deux projets qui ont à voir avec cette chose et deux projets qui, je pense, ils synthétisent pas mal ces questions de la relation entre la ville, la nature, l'urbain et l'espace public et même la politique d'une certaine manière. La politique comme le faire collectif. Le premier projet, c'est une fontaine qu'on a fait ici à Genève. Donc la fontaine aussi semble être un thème très récurrent chez nous, où les bassins, les fontaines. Là, on est en train de travailler encore pour une exposition, j'allais dire l'année prochaine, mais c'est cette année, à Bordeaux, à Arc-en-Rêve, sur une nouvelle fontaine qui reprend une fontaine de la communauté des Monte Verita. C'est aussi un sujet qui nous a beaucoup intéressé quand on a travaillé aussi pour le théâtre. Je crois que je l'ai vu par là. On avait réalisé en fait pour une recherche qui avait été faite par Dorothée et Filippo sur Monte Verita, en fait une pièce de théâtre qui était presque une pièce de théâtre documentaire en fait sur Monte Verita. Et là, on est en train de travailler sur une nouvelle fontaine qui sera placée donc à Arc-en-Rêve à Bordeaux cet été, je crois. Non, putain. Bon, bref. La spiruline. Donc la spiruline, c'était l'idée en fait de fusionner deux choses différentes par rapport au cahier de charge, si l'on veut, de Villechamp, qui voulait discuter en fait de la relation entre l'urbanisation ou l'urbain, la ville, et les zones agricoles. Et comment ces deux choses pouvaient dialoguer ensemble, évoluer ensemble ou se détester ensemble. Et nous, notre projet, c'était de traiter l'agricole avec une densité assez forte par un élément nutritif qui est la spiruline, et aussi relier en fait cette espèce de science en fait de la nutrition à justement, comme je le disais avant, à l'histoire du paysage, en fait, en évoquant ou presque en faisant une espèce de reenactment de une fontaine de la Villa Aldobrandini de Frascati, qui est un ensemble en fait baroque près de Rome en Italie. Et donc là, il y a un cours d'eau assez beau et très, très, très composé, et en fait qu'on a reproduit à part entière. Et puis donc ça, le relier directement à ces super aliments, et dans la boîte c'est marqué super aliments, qui est en fait une algue qui a énormément de protéines, d'antioxydants, et qui a une valeur nutritive. Alors ici peut-être en Europe on l'utilise plus pour les sportifs, etc. Mais en fait, c'est un aliment une algue qui se développe de plus en plus en fait dans des pays en voie de développement, parce que c'est une manière aussi de nourrir très facilement avec très peu en fait. Ça se cultive très facilement. Et puis c'est exactement ce qu'on a fait. Essayer de trouver une photo générale. On a eu la chance, et c'est vrai que quand on travaille comme on le fait nous dans ces questions un peu temporaires ou dans des formats différents, on a une chance inouïe. Que beaucoup d'architectes n'ont pas, c'est qu'on a quelque chose à dire sur le site et la parcelle et le contexte. Souvent, enfin vous le savez tous, puisque 70% du public est architecte, on n'a pas grand-chose à dire sur comment on installait à une volumétrie dans un site. Et là, effectivement, dans des projets comme ça, on a cette chance-là ou cette opportunité-là. Et là, en plus, il y a eu un concours des circonstances qui a fait que le site pour lequel on avait proposé la fontaine n'a pas marché. Et donc, on a pu vraiment choisir un autre site. Et
on a eu la chance de travailler dans le parc des Évaux, dans un petit bosquet de bouleaux, où on a installé une fontaine en fait, d'une centaine de mètres, un peu moins de 100 mètres, pardon, dans laquelle, donc c'est une reproduction, une réplique si l'on veut, pas au niveau constructif, mais dans le plan de cette fontaine de Frascati. Et en fait, c'était une fontaine, donc au sens fontaine de Juvence, quoi, dans un élément aussi contemplatif, décoratif, on pourrait oser dire, mais aussi un lieu de production, puisque la fontaine a servi en fait pendant le festival à effectivement fabriquer de la spiruline et puis créer aussi des ateliers pédagogiques. Donc là, vous voyez une image de la pâte de la spiruline avant qu'elle soit pressée. Donc ça, c'est ce qu'on a produit en fait sur place avec l'aide de quelqu'un qui était spécialisé dans cette production-là. Et voilà, et on a essayé de marier en fait ces côtés poétiques avec cette production plus réelle. L'autre chose qu'on a réussi à faire, et pour nous c'est extrêmement important, c'est faire ces travaux. Alors aussi là, vous serez étonné de ces détails plutôt rudimentaires qu'on montre, mais en fait on a travaillé avec des apprentis et ça c'était un travail qui était extrêmement important et intéressant pour nous puisqu'en fait on a travaillé avec le centre professionnel et c'est un travail de longue haleine, ils ont inscrit en fait la production et la réalisation de cette œuvre dans leur cursus, dans la pratique, donc ça a duré pratiquement 6 mois. Et ils ont vraiment tout fait. Et donc, on a eu la chance de pouvoir participer aussi pédagogiquement avec eux aux aides-ménuisiers. Voilà. Donc, c'est vraiment les premiers pas en fait, de la menuiserie. Et puis, donc, du coup, avec eux, on a travaillé des détails. On a pu, en fait, aussi, de notre côté, faire des détails qui étaient peut-être intéressants. Et puis, en collaborant avec une petite équipe des jeunes qui ont réalisé la totalité de la fontaine. À une autre échelle, c'est le concours du CEVA qu'on a gagné assez rapidement, juste après la fondation du bureau. C'est un bout de planche de concours, vous voyez pas grand-chose. En fait, c'était un concours, comme vous le connaissez, un concours de plus, en fait, pour une des gares, une des haltes, puisque ce n'est pas une gare, une des haltes CEVA. Et là, en l'occurrence, c'est Champel-Hôpital. Et on a posé, en fait, je crois poser, c'est vraiment les bons mots, on a posé un projet extrêmement naïf, comme on nous dit, un peu un projet d'étudiant qu'on a eu la chance de gagner, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être c'est parce que Gabriel était dans le jury. Mais on a eu la chance de gagner, encore une fois, avec un projet très naïf. Et le projet très naïf, en fait, c'était un projet en fait, qui faisait référence en fait, comme le titre, c'est peut-être la seule chose que vous voyez, indique voilà. Et en fait, évidemment, Boyce, il a fait ce fameux projet que vous connaissez aussi, qui s'appelle 7000 Oaks, que je vais trouver, pour la Documenta de Cassel en 82. Et en fait, il a fait un geste qui est considéré comme un des gestes précurseurs de l'art environnemental, de tout simplement gérer presque un contrat avec la ville de Cassel pour planter en fait des chênes et poser une pièce de basalte que vous voyez là au pied de chaque arbre. Et en fait, dans ce sens-là, on a fait la même chose aussi avec peut-être la même force peut-être, mais la même naïveté encore, de créer une espèce de jardin-forêt en fait en pleine ville, voilà, où il y a aujourd'hui 130, Vanessa, 138, 136, 136 chênes. Donc on est en train de déposer on est en train de déposer l'autorisation de construire maintenant. Et voilà, on a fait un projet qui est extrêmement simple, mais comme vous pouvez l'imaginer aussi extrêmement compliqué à mener à bout. Et tout ça, en fait, je vous montre les images du concours. C'était aussi assez étonnant qu'on ait pu gagner avec des images pareilles. Et ils ont eu très très peur des gibiers. Je rigole pas. Donc les habitants de Champel, ils avaient vraiment peur des toxicomanes et des gibiers. Et voilà.
Donc voilà, c'est un projet qu'on développe avec beaucoup de plaisir, non sans difficulté. Et voilà, ça suit un cours assez particulier. On se frotte du coup à être un peu paysagiste et connaître aussi les temporalités si différentes en fait que les nôtres, puisque quand on plante des chênes, on pense à 40 ans, à 50 ans, et puis on doit aussi des fois faire face à ces frustrations qu'on peut avoir en tant qu'architecte, c'est que quand on a construit une architecture, elle est faite, tandis que là, quand on finit notre travail, le paysage, entre guillemets, commence en fait, et puis peut-être que les images qu'on a dans notre tête, elles se verront dans 40 ans ou dans 50 ans. Et voilà, on le développe vraiment en détail avec une équipe aussi assez formidable de la ville de Genève qui nous accompagne aussi dans ce projet. Et puis, en fait, qui n'a pas été modifié par rapport au concours. Donc là, ça fait plus de 10 années qu'on travaille dessus. Et effectivement, on a cette chance-là que le plan, il n'a pas tellement changé. Et puis, il s'est que amélioré. Voilà, je vous montre aussi quelques documents, en fait, qui montre en fait non seulement qui montre en fait la partie sous-bois, parce qu'il y a quelques aspects très importants pour notre projet. Une partie, c'est les arbres, évidemment, les chênes, un certain type de chênes, puisqu'il y a une grande diversité de chênes. Et puis aussi, il y a toute la partie des îles, des îlots, en fait, qu'on développe, ce qu'on appelle le sous-bois, en fait, pour qu'il soit aussi humide et représente aussi cette atmosphère de forêt. Je crois que j'ai tout dit. Non. Je crois que c'est là. Non. Le troisième. Le troisième, c'est le mot qui fait un peu peur à tout le monde, surtout aux architectes. Surtout écrit comme ça. Et c'est évidemment un mot très large, donc, qui inclut beaucoup de choses. Mais je pense que c'est aussi peut-être une des choses qu'on essaye de faire dans notre bureau, ou en tout cas des intérêts, c'est de se frotter à ces questions de politique au sens large, sans être politicien, sans faire partie d'un parti, sans s'engager directement dans un combat politique, mais en respectant le fait que l'architecture est toujours politique, s'inscrit dans des processus politiques et prend parti souvent politiquement. Et une des choses qui nous paraît importante en tant qu'architecte, c'est d'être conscient de ça et de ne pas se le cacher. Et donc on fait plusieurs projets qui tournent là autour, ou qui s'intéressent à ça, ou en tout cas qui essayent de prendre en considération des questions, mais aussi des croyances ou des choses auxquelles nous, on croit et qu'on a envie de faire. Donc ça peut inclure le fait de refuser des projets, et c'est une chose qu'en tant que bureau, de nouveau, pour parler un peu de notre bureau, c'est une des choses qu'on essaye de faire ou qu'on espère qu'on arrivera à continuer à faire. C'est de ne pas travailler pour n'importe qui et dans n'importe quel contexte, ce qui n'est pas toujours facile, on le sait tous quand on est architecte. Parce que souvent, c'est des contextes difficiles et pour construire, il faut un peu d'argent. Et donc, ça inclut souvent des contextes complexes, mais d'essayer de ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi et de réfléchir à ça. Mais pour nous, la question politique, comme Daniel l'a dit avant, c'est aussi évidemment, ça s'étend à travailler sur l'espace public, à travailler sur l'écologie et ce genre de thèmes. C'est-à-dire pas uniquement la construction. Ça fait Union européenne, c'est encore plus polémique. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a la plupart de nos projets, comme cette relation à l'art, la plupart de nos projets ont une espèce de relation à ce qu'on pourrait appeler la politique au sens large, mais en tout cas une vision du monde. Qu'elle soit utopique, qu'elle soit critique, qu'elle soit dénonciatrice, mais en tout cas liée à une espèce de vision. Et nous, en tant qu'architectes, je pense que c'est une chose à laquelle on tient beaucoup, et même si ça peut paraître de nouveau naïf, même si on nous le reproche des fois d'utiliser ce mot comme ça, on trouve ça important. Et peut-être, pour prendre quelques exemples, un des projets qu'on a dernièrement fait avec d'autres participants et d'autres architectes, en janvier, donc il y a quelques mois, et c'était d'aller à Lesbos. On connaît tous, je ne vais pas raconter les détails de la situation à Lesbos, mais d'essayer de se frotter ou de travailler avec des thèmes comme celui des migrants en Europe, qui est quand même un des thèmes politiques importants du moment, et d'essayer de voir en tant qu'architecte, pour parler pour moi, pas tout le monde était architecte dans le groupe de gens qui ont été avec nous, mais de comprendre ce qu'on peut faire. Et sur place,
On s'est associé avec No Border Kitchen, qui est un groupe d'activistes qui travaillent tout le long de la route des Balkans, donc la route que les migrants font principalement en arrivant depuis la Turquie pour arriver jusqu'à l'Europe centrale, ou l'Allemagne pour la plupart, et qui, le long de ce parcours, essayent d'informer les migrants sur les conditions, mais aussi de les aider à se nourrir, à s'habiller, etc. Et donc nous, on a travaillé à la construction à Lesbos d'une cuisine qui se transformait en camp. Donc beaucoup de questions. On n'a pas fait beaucoup de détails d'architecture, mais on a construit. Et je pense que c'est le genre de projet qu'on aime faire et qui nous questionne beaucoup sur notre pratique architecturale en général, même celle qu'on essaie d'avoir au Portugal ou en Suisse. Et je pense qu'il y a plusieurs petits projets comme ça du bureau qui reviennent et qui essayent en permanence de questionner ces questions qui, pour nous, sont fondamentales, même si on construit des gros projets, des plus gros projets, disons, on continue à garder ces questions en tête. Le premier projet qu'on voulait présenter, qui pour nous se rapproche le plus peut-être à ces questions de politique, est un projet qu'on a fait pour le MAI, le musée d'architecture à Bâle, qui est une institution qui nous a invités à présenter notre travail. Et ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé plusieurs fois, et je pense que c'est toujours compliqué quand on est architecte de présenter son travail dans une exposition, parce que principalement notre travail, il est construit, et on n'a pas forcément envie de représenter des choses qu'on a construites pour une exposition. Et donc on utilise souvent les expositions, on les détourne un peu pour faire un nouveau travail ou pour en profiter pour faire une petite recherche, souvent sur un thème et souvent sur un thème politique qui nous préoccupe ou qui nous intéresse sur le moment. Et donc quand on nous a demandé de participer à cette exposition, c'était le moment où la crise en Ukraine commençait. Et on rentrait, nous, d'un workshop à Kiev et de conférences qu'on avait fait. Et on a plusieurs amis là-bas, et donc on était en contact avec eux. Et ils nous envoyaient journalièrement des photos de tout ce que les manifestants créaient sur la place Maïdan, donc cette place qui était au centre de Kiev. Et ces constructions assez incroyables qui se faisaient de jour en jour étaient en même temps savantes, en même temps complètement folles, et en même temps très belles, pour la plupart. Ou en tout cas, elles nous inspiraient beaucoup. Et donc, pour parler un peu de notre bureau, au lieu de présenter nos projets, on a décidé, avec l'aide de ce bureau en Ukraine, de simplement essayer de documenter tout ce qui se crée sur cette place à travers l'espèce de camp que les manifestants avaient créé sur la place. Donc là, il y a un petit film que je crois que Daniel va mettre, qui était un des éléments qui a été fait par le bureau ukrainien avec qui on travaillait, qui s'appelle aussi Bureau, et qui était un film qui nous avait... C'était d'abord quelques images qui nous avaient beaucoup intrigués, puis on a décidé de prolonger ou de leur demander de continuer à filmer ce film, qui ressemblait un peu au film de Buster Keaton qu'on a montré avant, et qui est une espèce d'étrange construction qui dure assez longtemps, et qu'on a mis longtemps à déchiffrer, et finalement on s'est rendu compte qu'en fait c'était uniquement une salle de fitness. Donc en gros c'est des bars pour s'entraîner, faire des tractions et se muscler. Et donc les manifestants qui s'étaient installés là avaient construit d'abord des cuisines, et puis ils avaient commencé à construire des tentes, et puis finalement ils avaient commencé à s'entraîner, à se maintenir en forme et à construire une salle de fitness. Et donc dans ce petit livre, la première chose qu'on a faite, c'est documenter toutes ces constructions. On en a choisi, Daniel les a passées avant, mais ça allait de la barricade aux objets étranges, et la plupart c'était simplement des tentes ou des endroits pour dormir. Et donc cette construction faite dans l'urgence, mais en même temps avec plaisir. Et un autre objet qui nous a beaucoup intéressé pendant donc on construisait tout ça pendant que le processus avançait. Donc l'exposition s'est faite, je crois à peu près au moment où la révolution a été gagnée. On sait que ça ne s'est pas forcément fini aussi bien qu'on aurait aimé, mais disons à ce moment-là. C'était plutôt une note positive à ce moment-là, en tout cas, puisque le gouvernement a démissionné, s'est retiré, s'est enfui, le président en tout cas. Et donc il y avait pendant toute cette bataille un élément qui nous a marqué, qui étaient les boucliers de la police, du Berkut, donc de la police ukrainienne. Mais peu à peu, au fur et à mesure que les événements avançaient, un certain nombre de ces boucliers étaient volés à la police, et puis simplement les manifestants commençaient à en construire. Et puis ils sont devenus une espèce de symbole de cette révolution. Et on a simplement décidé, pour montrer le film, donc le projet qu'on a décidé de montrer à Bâle, c'était cette brochure, ce petit catalogue, cette petite analyse. Et puis les films, et simplement pour projeter les films, on a construit ce qu'on voit ici,
et je crois que j'ai quelques photos, qui était une tente un peu symbolique, qui était une tente imaginaire, mais faite uniquement avec ces boucliers volés à la police. Je crois que j'ai quelques photos ici. Et donc là, on voit, peut-être que sur celle-là, on verra un peu mieux, on voit ces boucliers, et qui étaient assemblés de manière très très simple, uniquement avec des petites pièces de bois, les uns aux autres, et qui créaient l'espace un peu plus sombre qui permettait de regarder le film. Donc voilà, j'ai quelques autres photos ici, mais je pense que vous êtes toujours pas arrivé au point du film où on comprend ce qui se passe, mais ça prend un moment, donc on peut le laisser tourner. Donc voilà, ça c'était le premier projet dont vous parlez. Ce genre de petite recherche, c'est quelque chose qu'on essaye de faire assez régulièrement. On en fait une en ce moment, comme Daniel disait, sur Monte Verita. On en fait une pour la Triennale de Lisbonne sur les clubs, donc sur les clubs techno dans les années 80. Et tout ça pour dire que c'est tous ces lieux qui ne sont pas tout à fait l'architecture, ou qui ne rentrent pas tout à fait dans l'histoire classique de l'architecture, ou de l'architecture faite par des architectes, ou même de l'architecture vernaculaire historique, comme on l'a souvent étudié dans les écoles d'architecture, mais qui sont plutôt une architecture de la culture populaire du moment, de la culture pop. Et qui nous passionne, qu'elles soient les catalogues de maisons préfabriquées américaines, comme on le montrait avant au Buster Keaton, les constructions éphémères faites par des manifestants, pardon. Je crois que ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas fait une conférence en français. Et donc, tout ça pour dire toutes ces constructions faites en dehors de l'histoire classique de l'architecture et qui nous passionnent. Et une autre recherche qu'on avait décidé de faire, et là pour une autre exposition qui était celle des Sus Awards que Marlène a mentionné avant, où donc on est rentré en tant qu'architecte. Donc il y a une catégorie pour les architectes, si jamais il y a des gens intéressés, pas que pour les artistes. Et où on a proposé un projet qui était aussi une recherche, et ça c'est une recherche qui nous tient à cœur avec Daniel, parce qu'on l'a mené pour ma part déjà pendant mes études, avec mon travail de diplôme sur le thème de la prison, et Daniel qui l'a fait plusieurs fois. Je sais pas, on a un petit bouquin, je crois que c'est toi qui l'as, Daniel. Il est là. Ah non, il est là. Ça, c'était le petit bouquin de cours que Daniel avait fait à la aide, aussi avec Guillaume, qui est ici d'ailleurs, sur les prisons. Et donc, pour nous, les prisons, non pas la construction même des prisons, mais la thématique de la prison nous a toujours intéressés, parce que pour nous, elle pose toutes ces questions de la limite, ou la limite qu'on se pose en tant qu'architecte, comme on l'a dit avant, par rapport à son client, mais par rapport au contexte, et aussi par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit refuser en tant qu'architecte. Et je crois que notre position, à Daniel et à moi, est assez claire là-dessus, en tout cas pour le thème de la prison. Après, pour chaque projet, je pense que ça se discute. Mais c'est que la question n'est pas de savoir si un architecte peut améliorer la situation carcérale, mais plutôt est-ce qu'un architecte veut vraiment participer à ce monde, ou à cette création, à l'enfermement des gens. Et donc ça, on a décidé d'étudier ça plus précisément pour les Sus Awards, et de se pencher sur la question de Chandelon, qu'on connaît tous à Genève. Et on a commencé par faire une petite recherche que Daniel a là, et pour un peu voir le nombre simplement de publications et de projets qui avaient été faits autour de la question, innombrables. Donc on a réussi à remplir des pages et des pages d'articles de la Tribune sur la question. En tout cas, maintenant, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu passé, peut-être parce que la prison a été un peu agrandie, mais disons, la surpopulation reste un thème principal dans la plupart des pays européens, d'ailleurs. Et donc, pour ces Sus Awards, on a décidé de parler de ça, d'abord à travers cette petite recherche qu'on a faite, ou le fait qui est simplement pour nous, mais de collecter tous ces journaux pour voir un peu le déséquilibre qu'il y avait entre la réalité, entre ce que les journalistes pouvaient en dire, et la réaction qu'on pouvait avoir en tant qu'architecte. Et ce qu'on a décidé de faire, qui était un geste assez simple, on a créé une grande maquette. Je ne sais pas si on a une photo un peu plus générale. Oui, on la voilà. Une grande... je ne sais pas si on voit quelque chose, c'est tout blanc. C'est un peu le but. Ouais, on ne voit rien. Ah. C'était le but, on ne voit rien. Donc c'était une grande maquette, on la verra après un peu plus sur les zooms, mais qui était une grande maquette filiforme du bâtiment, en tout cas d'une des ailes du bâtiment principal de Chandelon, qui est un bâtiment en béton assez marquant ou classique, qui était un assez beau bâtiment en soi. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'y passait, et on s'est concentré sur une cellule et le réfectoire,
et qui sont en gros le parcours classique d'un prisonnier pendant la journée, en tout cas un prisonnier qui n'a pas la chance de travailler, ce qui est le cas de la plupart des prisonniers à Chandelon, puisqu'il n'y a pas assez de place de travail par rapport au nombre de prisonniers qui sont enfermés par cellule. Et donc ce qu'on a décidé de faire, qui était un peu revendicatif, mais finalement assez drôle, c'était de reproduire à l'échelle d'une souris de laboratoire, donc l'échelle de cette maquette, je ne sais pas si vous commencez à voir un peu la maquette ici, qui était, je crois, un 24e, si je ne me trompe pas, mais qui est l'échelle classique, ou disons le rapport pour une souris de laboratoire. Et on a créé l'espace exact à l'échelle de souris, avec la même surpopulation, pour voir un peu ce qui se passait. Ou en tout cas pour voir comment les gens réagissaient. Et ça a marché. Je pense que bien plus que la question des prisons, la question de la liberté des souris est arrivée en bloc. Et on a eu, avant même le vernissage, d'abord une plainte de l'Office des vétérinaires. On n'a pas le droit d'enfermer des souris dans aussi peu d'espace, ça c'est sûr. Évidemment, les groupes activistes qui voulaient sauver les souris. Donc les souris ont été libérées et sauvées par un groupe de jeunes filles avant le vernissage. Et elles avaient quand même réussi à s'échapper juste avant. C'est ce qu'on voit sur les photos quand même. Et donc voilà, les souris n'ont jamais pu rester dedans parce qu'elles ont été sauvées. Par contre, les prisonniers, eux, sont restés évidemment. Voilà, donc ça c'était, on arrive un peu au bout des projets qu'on voulait présenter. Je pense que pour finir peut-être sur ce thème de la politique, entre guillemets, je pense qu'on a fait une conférence un peu plus courte pour pouvoir aussi ouvrir la discussion, parce qu'on n'a même pas encore vraiment parlé de notre ambiguïté, mais je pense que vous l'avez tous vu. Donc on peut continuer à en parler avec vous. Mais voilà, c'était simplement pour peut-être pour expliquer un peu ce qu'on entend par politique, en sachant que de nouveau c'est un thème qui fait un peu peur.